Comme chaque semaine, un nouvel épisode de notre podcast On Azure Grave, dans lequel nous allons faire une passe sur l'ensemble de l'actualité Azure. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast au cours duquel nous allons évoquer toute l'actualité Azure de la semaine 11 qui s'étale du 11 au 17 mars. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société GrowUna. Au menu de cet épisode, nous allons débuter comme d'habitude par les nouvelles de la semaine, nous enchaînerons ensuite par les annonces en JA, nous continuerons avec les annonces en preview et nous terminerons par les décommissions. Petit rappel, comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différents sites de Microsoft. Alors, cela ne vous étonnera pas, mais selon une récente étude Gartner, d'ici 2027, plus de 90% des entreprises adopteront le modèle multi-cloud, contre 80% en 2023. Alors personnellement, je trouve que le chiffre de 80% est déjà très élevé, mais il s'explique en grande partie par une approche hybride, à savoir le cloud public, ainsi que le cloud ou l'environnement privé, plus communément appelé on-premise. Mais pas seulement, cela s'explique aussi par des obligations légales de certaines entreprises de stocker les données dans des zones géographiques ou encore des contraintes business, financières ou des contraintes de sécurité. Bref, cela devient un vrai défi pour les architectes de concevoir des plateformes avec des interconnexions sécurisées, fiables et efficaces. Microsoft propose d'ailleurs depuis longtemps des services réseau tels qu'Azure ExpressRoute ou encore Azure Virtual One pour proposer des solutions clés en main à ses clients. Mais ce n'est pas tout, puisqu'un service comme Azure Arc fournit une connectivité multi-cloud totalement transparente ainsi qu'une gestion centralisée du multi-cloud, quel que soit l'endroit où sont déployées vos ressources, que cela soit sur un environnement on-premise, chez un autre fournisseur cloud et même jusqu'aux limites du edge computing. Si on revient à la notion de multi-cloud, les équipes Azure proposent 3 services qui vont vous permettre d'établir une connectivité vers et depuis d'autres fournisseurs tels que Amazon, GCP ou encore Alibaba pour ne citer que. Alors le premier service, c'est le peering Internet Direct qui est notamment rendu possible grâce à plus de 200 points de présence de Microsoft qui représentent mine de rien plus de 40 000 connexions de peering. Alors cela permet de se connecter à d'autres fournisseurs cloud offrant la meilleure connectivité d'IP public à IP public. D'ailleurs, Microsoft travaille continuellement avec les fournisseurs cloud pour créer des solutions de nouvelle génération qui augmenteraient considérablement la capacité, réduiraient le temps de provisionnement de la capacité et supprimeraient la dépendance à un emplacement unique. Le second service, qui est probablement le plus répandu, est une connexion VPN site à site qui sont proposées avec VPN Azure et Virtual One. D'ailleurs, aujourd'hui, tous les fournisseurs de cloud public proposent une passerelle VPN IPsec en tant que service, et ce service est largement utilisé par les clients Azure pour configurer une connexion privée de cloud à cloud, comme avec les PC de Amazon. Et enfin, le dernier service n'est autre que Azure ExpressRoute. Azure ExpressRoute, ou devrais-je dire le circuit ExpressRoute, est une liaison privée entre 2 points sans que celui-ci ne soit routé sur Internet. Il est par exemple utilisé pour interconnecter Azure et OCI, le cloud d'Oracle. Évidemment, outre les services natifs d'Azure, Microsoft s'appuie sur un réseau de partenaires comme Aviatrice, Alkira, Cisco ou encore Equinix, pour ne citer qu'eux, qui proposent de nombreux services capables de répondre aux besoins de mise en réseau multi-cloud des clients. Bref, sachez que vous avez le choix. Alors s'il y a bien un secteur qui travaille avec des grosses quantités de données, c'est bien celui de l'énergie. Entre les variations de prix, le contrôle des débits,
gestion des objets IoT qui font partie intégrante de leur infrastructure, il fallait une solution adéquate et qui réponde véritablement aux besoins et aux enjeux de ce secteur. Et c'est là que la solution Azure Data Manager for Energy prend tout son sens. Azure Data Manager for Energy est une plateforme de données qui aide les entreprises énergétiques à obtenir des informations exploitables, à améliorer leur efficacité opérationnelle. Elle regroupe les fonctionnalités de la plateforme des données ESDU, de la plateforme Cloud Azure sécurisée et approuvée de Microsoft et de l'expertise de domaine étendu de SLB. Conçue pour réduire les difficultés liées au traitement de gros volumes de données traditionnellement stockées dans différents silos, elle présente une interface conviviale et inclusive qui facilite le processus d'ingestion, de conservation et d'accessibilité des données. Cela permet à divers utilisateurs finaux d'ingérer plus facilement différents types et formats de données et d'accéder plus rapidement à ces données. En outre, la conservation des données est facilitée par plusieurs outils améliorés par l'IA, allant de l'ingestion de données non structurées, plus rationalisées, au contrôle de la qualité des données, en passant par la contextualisation et la maîtrise des données, réduisant ainsi le besoin d'intervention manuelle. Passons à un autre sujet. Une fois de plus, Microsoft a été nommé leader dans le Magic Quadrant de Gartner 2024 dans la catégorie plateforme d'intégration en tant que service. C'est d'ailleurs la 6e année consécutive que Microsoft est récompensé comme d'autres acteurs comme Boomi, Workato ou encore Informatica. C'est grâce à son offre Azure Integration Services, dans laquelle on trouve notamment l'Azure API Management, Azure Logic Apps, Azure Service Bus, Azure Event Grid ou les Azure Functions, que Microsoft peut prétendre à cette nomination. L'idée est évidemment de proposer aux utilisateurs une expérience variée qui leur permet de choisir et d'adopter uniquement les services dont ils ont besoin. Dès lors, il sera possible de s'intégrer à des systèmes sur site, des applications basées sur le cloud ou un hybride des deux. Et l'un des avantages, c'est aussi de ne payer uniquement pour ce qui est consommé, ce qui évite un investissement lourd. Et au-delà de l'investissement financier, utiliser des services managés permet aussi de bénéficier de la scalabilité des services pour s'adapter à tout type de trafic sans avoir besoin de regarder heure par heure si votre plateforme va être en mesure d'absorber et de gérer les charges de travail. Alors, nous en avons terminé avec les nouvelles de la semaine. Passons aux annonces en JA avec le service Redis Cache, où l'équipe produit annonce une nouvelle taille de cache supplémentaire, à savoir le SKU U5 pour le niveau Enterprise. Le SKU U5 est la plus petite offre avec un cache de 4 Go à un tarif plus abordable, ce qui vous permet de démarrer avec le niveau entreprise tout doucement. Pour résumer, cela vous offre une option supplémentaire d'optimiser le rapport prix-performance de vos déploiements de cache, tout en fournissant les mêmes fonctionnalités d'entreprise comme la capacité de recherche vectorielle et la géoréplication active. Plusieurs annonces autour de Azure Cosmos DB. Alors la première concerne l'intégration avec Vercel. Alors pour rappel, Vercel est une société américaine qui propose une plateforme pour déployer vos applications front-end simplement et rapidement. Dans ce cadre, sachez qu'il vous est maintenant possible de créer des comptes Azure Cosmos DB complètement gratuits pour une durée de 30 jours. À la suite de ces 30 jours, soit vous continuez et prolongez votre essai de 30 jours supplémentaires, ou alors, si vous êtes satisfait, vous pouvez passer à une instance payante. Cela vous aura permis de tester votre application à moindre frais. On continue avec Azure Cosmos DB qui propose maintenant une authentification basée sur Microsoft Entra ID pour les instances PostgreSQL, en plus de l'authentification Postgres native. Cela vous permet ainsi d'améliorer la sécurité en déléguant la gestion des informations d'identification et l'authentification à un fournisseur d'identité centralisé. Et enfin, sur Azure Cosmos DB for MongoDB en mode vCore, qui prend désormais en charge les points de terminaison privés.
C'est-à-dire que vous pouvez consommer votre instance Cosmos DB au travers de vos VNet sans l'exposer sur Internet. Et ça, c'est vraiment génial, surtout lorsque ce ne sont que des services Azure qui la consomment. Parlons un peu maintenant de Azure Database for PostgreSQL, où la fonctionnalité de journaux de mise à niveau de version PostgreSQL qui se nomme PG Upgrade Logs débarque en GA. Alors l'idée est de vous simplifier l'accès aux logs lors des mises à niveau de version de PostgreSQL en vous fournissant des informations qui pourront certainement vous aider à dépanner votre instance en cas de problème. Et ce n'est pas tout puisque Microsoft Defender for Cloud supporte maintenant Azure Database for PostgreSQL. Avec cette nouvelle intégration, vous pourrez détecter les activités anormales indiquant des tentatives inhabituelles et potentiellement dangereuses d'accès ou d'exploitation de vos bases de données. Petite révolution qui s'opère chez Azure, où à partir de maintenant, et uniquement lorsque vous annulez ou supprimez votre abonnement, les frais liés au trafic sortant d'Azure sont gratuits. Alors c'est souvent utile lorsque vous envoyez vos données sur vos environnements on-premise ou carrément chez un autre fournisseur cloud. Ben oui, cela peut arriver de quitter Azure pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Sachez que Azure propose déjà gratuitement 100 Go par mois, mais si vous deviez sortir encore plus de données, il vous suffirait tout simplement d'ouvrir un ticket auprès du support Microsoft pour faire une demande d'extension de ce crédit. Et pour votre information, cela concerne évidemment l'ensemble des régions Azure. Parlons maintenant du service Azure IoT Edge. Une collaboration entre l'équipe produit et Canonical permet de prendre en charge les packages Ubuntu Core Snaps sur les architectes AMD64 et ARM64. D'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà trouver les packages d'installation officiels pour AMD64 et ARM64 sur le site snapcraft.io. Le service de Chaos Engineering de Azure, à savoir Azure Chaos Studio, continue de grandir puisque l'équipe produit annonce la prise en charge de nouvelles actions de défaillance pour le service Azure Event Hub. Vous pourrez par exemple désactiver totalement ou partiellement vos entités au sein d'un espace de nom Azure Event Hub. Cela vous permettra une fois de plus de voir comment réagir à votre application et ce que vous aurez besoin d'améliorer. L'un des services les plus récents de Azure Monitor, à savoir Azure Monitor Managed Service for Prometheus, prend désormais en charge le scrapping basé sur TLS et MTLS. Pour activer le scrapping basé sur les protocoles TLS et MTLS, vous pouvez configurer les paramètres TLS dans Config Map et fournir un certificat pour vérifier l'authenticité du certificat du serveur. Bref, il ne reste plus qu'à tester pour ceux qui sont intéressés. Passons maintenant à un service qu'on évoque assez rarement, je veux parler de Azure Communication Services. L'équipe produit n'est pas peu fière d'annoncer la prise en charge de WhatsApp Business Platform. Alors l'idée de ce dernier service de messagerie est d'aider les entreprises à créer des flux de communication en mode B2C intelligent pour atteindre davantage de clients à grande échelle et fournir des communications sûres et fiables aux clients du monde entier. Bref, amis développeurs, vous allez pouvoir créer ou faire évoluer vos applications pour échanger directement avec vos utilisateurs sur WhatsApp qui sont tout de même répartis dans 180 pays à travers le monde. Niveau compte de stockage maintenant, le petit dernier des niveaux d'accès, à savoir l'accès tiers Cold, qui est sorti en août 2023, débarque dans de nouvelles régions, à savoir Pologne centrale, Qatar central et Azure China. Pour rappel, le niveau d'accès Cold est optimisé pour le stockage des données rarement sollicitées et stockées pendant au moins 90 jours. Nous en avons terminé avec les annonces en JA, nous pouvons passer tranquillement aux annonces en preview. D'ailleurs, les 3 premières concernent le service Azure Container Apps. La première est la prise en charge du célèbre serveur d'application Apache Tomcat. Et oui, cela vous permet simplement d'utiliser votre code et configuration existantes et les faire tourner sur ACA. La deuxième annonce, toujours sur ACA, qui propose désormais le serveur Spring Cloud Eureka et Spring Cloud Config
pour l'enregistrement des services et les paramètres d'application externalisés dans tous les environnements. N'étant pas un expert sur le sujet, je ne peux malheureusement pas vous en dire beaucoup plus, mais n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre enthousiasme à ce sujet. Pour terminer avec Conteneur Apps qui propose une intégration de la mémoire JVM pour vos conteneurs. Ce qui est vraiment cool, c'est que toutes vos applications Java sont désormais calibrées avec les valeurs par défaut de la mémoire JVM pour de meilleures performances et fiabilité dans un environnement de conteneurs. Côté Azure SQL Database Hyperscale maintenant, qui s'ouvre aux zones de disponibilité avec la fonctionnalité réplica. Cette dernière, comme son nom l'indique, vous permet de créer un réplica de votre instance SQL dans une zone différente de votre zone initiale. Petite info quand même à savoir, aujourd'hui cette option n'est disponible qu'à la création de votre instance SQL Hyperscale. Et ce n'est pas tout puisque la redondance zonale débarque également sur le service Azure SQL Managed Instance. Aujourd'hui, toutes les régions ne sont pas encore supportées, mais cela arrivera dans les prochaines semaines. Une amélioration également à noter au sein de Azure Resource Manager. En effet, Microsoft a repensé son expérience de throttling pour vos souscriptions Azure, en apportant des changements avec de nouvelles limites pour améliorer la gestion des API. On peut noter par exemple la présence d'un algorithme de pool de jetons dont le but est de gérer la limitation des requêtes. Alors comment cela marche? En fait, vous disposez d'un pool de jetons. Prenons un exemple de 250 jetons qui vous permet d'effectuer 250 requêtes de lecture par seconde. Chaque requête consomme un jeton, si bien que lorsque vous avez consommé tous vos jetons, vos requêtes échouent. Alors pour ceux qui se posent la question de qu'est-ce qui se passe lorsque vos pools sont vides, eh bien il se remplit tout seul jusqu'à atteindre son pool de 250 jetons. Alors comment ça se déroule? En fait, c'est l'absence de requête qui remplit votre pool de jetons. En effet, chaque seconde sans requête, votre pool est alimenté de 10 jetons. Ainsi, vous retrouvez votre pool de jetons complet au bout de 25 secondes, sans aucune requête. Et puis, si des requêtes arrivent entre-temps, eh bien, ces dernières consomment les jetons de votre pool. Il va falloir se faire à l'idée que les règles changent un peu, et pour ceux qui veulent plus de détails, je mettrai un lien pointant sur l'annonce. Une nouvelle mise à jour débarque en preview pour API Center. Cette mise à jour améliore l'extension Azure API Center pour Visual Studio Code, vous permettant d'inventorier efficacement les API et d'effectuer des contrôles de conformité de la conception des API directement dans l'environnement Visual Studio. Rationaliser la découverte, l'essai et la consommation des API, l'extension Azure API Center pour Visual Studio Code offre désormais des fonctionnalités supplémentaires pour aider nos amis développeurs. Alors, passons maintenant aux décommissions. Le retrait de Visual Studio App Center au 31 mars 2025. Après cette date, il ne sera plus possible de vous connecter avec votre compte utilisateur ni d'effectuer des appels API. Donc n'hésitez pas à jeter un œil au lien que je mettrai en commentaire pour identifier les solutions alternatives. Côté Application Gateway WAF V2 Configuration, ce service sera retiré le 15 mars 2027. Vous êtes donc encouragé à passer à la stratégie Application Gateway WAF V2 avant la date de retrait. Et enfin, les rôles administrateurs Azure classiques seront retirés le 31 août 2024 en même temps que les ressources classiques et Azure Service Manager. À la place, vous êtes encouragé à utiliser le rôle Base Access Control. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine en pleine forme.